Salut, c'est Geoffrey, on est reparti pour un nouveau numéro de Essaye encore avec un nouvel invité dans un instant. Tout d'abord, merci les amis, parce que tous les jours je constate des lectures, du podcast à droite et à gauche, donc continuez de le faire voyager, de partager. Alors c'est dispo partout, hein, je rappelle, sur les applis de podcast, pour ceux qui sont équipés Apple, Spotify, Google Podcast, etc., Encore. C'est un peu dispo partout. Je les ai mis aussi dernièrement sur YouTube. Alors, ils y sont tous maintenant, ça y est. Donc vous pouvez aussi les écouter facilement. Je sais qu'il y en a qui écoutent sur YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Mettez des pouces, des commentaires, taguez vos amis en le partageant sur vos Facebook, vos Instagram, etc. Ça fait toujours évidemment très plaisir. Il y a aussi un Patreon qui existe. Alors au Patreon, vous pouvez vous y abonner. Le podcast est et restera gratuit, hein, je le rappelle, pour tout le monde. Simplement, vous pouvez l'écouter avant tout le monde, vous pouvez avoir des contreparties et peut-être même être mon invité dans un épisode spécial si vous avez un parcours de vie qui s'y prête et que vous voulez le raconter. Vous pouvez avoir votre propre épisode à vous, hors série donc du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, ça se passe sur patreon.com/Geoffrey Deloup. Tous les liens sont de toute façon sur l'Insta du podcast, Essaye encore podcast, sur ma page Insta Geoffrey Deloup ou Facebook. Voilà, il y a tous les liens du podcast de toute manière, donc vous pouvez cliquer et vous y abonner. Le podcast du jour est déjà dispo et écoutable. Sinon, là, ça sort le 31 octobre. Et je vous souhaite donc la bienvenue. On a un nouvel invité. Mon nouvel invité aujourd'hui, c'est Fabien Olicard. C'est l'épisode 12 du podcast. Alors pour ceux qui suivent, vous allez me dire, Geoffrey, épisode 12, pourtant le dernier c'était le 10. Que se passe-t-il ? Eh bien l'épisode 11 est réservé et consacré à une personne spéciale avec un numéro bien spécial. Voilà pourquoi le 11. Je vous reparlerai de tout cela prochainement. Mais j'aurai effectivement le plaisir d'accueillir pour le numéro 11 une personne qui m'est très très chère. En attendant, du coup, nous sommes au numéro 12. Numéro 12 qui reçoit Fabien Olicard. Fabien Olicard, il est mentaliste sur scène, il est mentaliste sur YouTube. C'est un touche-à-tout, Fabien Olicard, on va pas se mentir, c'est une vraie success story. Et alors, on va apprendre qu'il a réussi, et il réussit notamment aujourd'hui, mais parce qu'il a raté avant. Et ça tombe bien, parce que c'est tout le principe du podcast. C'est donc Essaye encore, avec Fabien Olicard. On était au téléphone, il n'avait pas grand temps, on a réussi à se caler une vingtaine de minutes ensemble. Donc le son est totalement écoutable pour autant. Voilà, mais vous êtes prévenus quand même. Fabien Olicard est donc mon invité dans ce nouveau numéro, épisode 12 d'Essaye encore, et ça commence maintenant. Salut Fabien. Salut. Fabien Olicard avec nous, youtubeur mentaliste, je disais mentaliste sur scène et mentaliste sur YouTube. Voilà comment je t'ai présenté juste avant dans l'intro, est-ce que j'ai bon ? C'est pas mal. C'est pas mal parce que mentaliste c'est ma passion et toutes mes activités en découlent, mais des activités j'en ai plein, donc on sait jamais quoi dire. Donc je trouve ça pas mal de dire mentaliste sur scène et mentaliste sur YouTube. Bon, c'est déjà un bon début. En attendant, la première question que j'aime poser aux invités et qui parfois les met mal à l'aise, c'est qui es-tu ? Alors justement, là ça tombe à propos parce que comme il y a plein de casquettes, je prends note. Eh oui, non, je suis un puzzle de facettes, mais comme tout à chacun en vrai. Et longtemps, je me suis demandé ce que je voulais faire dans la vie. Et ma caractéristique première, c'est que je suis peut-être trop curieux. Je suis très curieux. Et du coup, je me suis intéressé à toute ma vie. Dès que quelqu'un m'explique bien quelque chose, dès que quelqu'un est passionné, ça me passionne. Et en particulier le cerveau, le mental, les sciences, d'où le mentalisme. Et quand j'ai dû gagner ma vie, je me suis dit, je vais faire quoi ? Et j'ai fait des spectacles de ça sous couvert d'humour. Après, j'ai fait des vidéos de ça. Et puis après, j'ai écrit des livres là-dessus. Et puis, je fais même moi aussi des podcasts. J'ai un podcast qui s'appelle l'Hippocampe que je fais aussi là-dessus. Donc, en fait, on va dire, je retransmets les choses, non pas que j'ai découvertes moi-même, mais que j'ai pu découvrir grâce à des experts qui travaillent à longueur d'année pour faire avancer la recherche et nous offrir des bonbons pour l'esprit. Ouais. Donc, je suis un curieux qui retransmet. Curieux, c'est pas mal aussi comme définition, un curieux qui retransmet. Pas mal, non ? Ouais. Pas mal du tout. En gros, tu digères toutes les infos qu'on aurait du mal à digérer nous, puis tu nous les redonnes dans un langage qu'on comprend, et c'est un peu ça. Ouais. Alors, le podcast, l'idée, c'est de parler des échecs, des bides dans la vie. Des fois, on se prend des murs, on récupère quelques miettes de briques et on reconstruit autre chose. J'imagine qu'on passe pas de j'adore tout ce qui est autour du mental à je fais des spectacles sur scène avec ça, comme ça, en claquant des doigts. Il y a eu forcément des moments un peu plus complexes. En fait, il y a tous les ratés. En fait, pour moi, l'échec n'existe pas en tant que... Enfin bon, c'est l'échec, on lui colle une étiquette négative.
nécessairement. Oui. Mais c'est un mensonge. Oui. C'est la société et l'humanité qui a décidé ça. La réussite c'est bien, l'échec c'est mal. J'en suis vraiment pas persuadé. Je crois que l'échec c'est la face d'une pièce où l'autre face c'est l'apprentissage. Et l'un ne peut exister sans l'autre. Donc, il a fallu que j'apprenne à faire des spectacles. Il a fallu que j'apprenne à communiquer sur les spectacles aussi. Et donc, dans cette phase-là d'apprentissage, eh bien, j'ai vécu le terrible spectacle devant 3 personnes, Oui. dont 2 personnes que tu connais. Donc, que tu ne peux pas faire monter sur scène parce que bon, mon art, il pratique toujours à 2. Donc, je pouvais pas les prendre sinon ils étaient complices. Donc, tu te dis, le seul vrai spectateur qui est là, il va devoir faire tous les spectacles avec moi. Il sera jamais tranquille. Il pourra jamais assister au truc. Alors après, c'est presque une séance privée. Hein, donc là, c'était chouette pour lui. Mais voilà, l'échec aussi de comment je communique. Moi, je me souviens distribuer mes tracts devant le métro avec des gens qu'on n'a rien à faire. Ouais. De mes tracts de spectacle et devoir après rentrer un peu penaud chez moi et de devoir accepter d'admettre que ce n'était pas la bonne solution, donc que c'était un échec, et de réfléchir comment faire mieux la prochaine fois, qu'est-ce qu'il y a à en retirer, pourquoi ça n'intéressait personne. Ça, j'ai trouvé la réponse, c'est que, en fait, quand on prend le métro, c'est qu'on se déplace d'un point A à un point B. Mm-hmm. C'était aussi bête que ça, mais je ne l'avais pas dans ma tête. C'est-à-dire, je n'avais pas des gens disponibles pour ça. Donc, je me suis trouvé à imaginer d'autres solutions. Et d'ailleurs, ça va te faire marrer. En passant devant un Sephora, un jour, on me donne un échantillon de parfum. Ouais. Et 15 jours après, j'achète ce parfum. Et je me dis, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je donne des échantillons de moi. Et du coup, j'ai commencé à écumer des plateaux ou des restaurants aussi, ou des cabarets, où je proposais de venir jouer gratuitement 10 minutes pour que les gens me découvrent et que je parle de mon spectacle. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à remplir mes premières salles, tu vois. D'accord. Donc ça, c'est le tout début des salles et des spectacles. Mais avant, quand t'as décidé d'emblée d'en faire ta passion, dans ton métier, pardon, de cette passion, ou Pas du tout. Oui. Comment c'était au départ? Non. Écoute, je savais pas du tout. Tu sais, c'est comme si t'as un gamin qui dessine depuis l'enfance et puis il s'est jamais dit je deviendrai dessinateur professionnel. Et puis à 18 ans, il se dit mais c'est con quand même que j'en fasse rien de ça. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et sachant que moi, il fallait d'abord que je vive tous les échecs de si tu imagines une technique de mentaliste avec le savoir que tu as pu acquérir et que tu te dis avec ça je peux en faire quelque chose de bluffant et de divertissant, il va falloir se planter au moins 100 fois avant que ça fonctionne parce que tu n'as pas réussi à penser à tout. Il y a des espèces de réglages en fait à faire, tu vois. Donc j'ai passé mon temps dans les premières années à m'entraîner sur des inconnus ou des gens que je connaissais et à me foirer donc à des gens qui se disaient mais ce mec-là est vraiment bidon parce que il vient de me promettre qu'il allait essayer de me faire un truc bluffant et ça n'a pas du tout marché son histoire. Donc ça t'apprend dans le rapport à l'échec une humilité quasiment instantanée, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça qui s'est passé. Et après, une fois que ça fonctionnait dans 90% des cas, puis dans 100% des cas, j'ai commencé à pratiquer ça, mais sous forme d'événementiel d'abord. Et tu vois, sur les restos, les entreprises, les trucs comme ça. Ouais. Oui, pas pas ton public dans un premier temps véritablement. Oui, exactement. Quoi. Ouais. Exactement. Ça arrivera plus tard. Ouais. Et du coup, tu dis c'est un apprentissage quasi dans l'instant de cette humilité à avoir face à l'échec. Toi, tu l'as comme mal vécu à ce moment-là, les premières fois, où tu te dis bon bah dès le départ, ça fait partie du processus. En fait, j'échoue pas, juste je m'entraîne. Est-ce que c'était déjà le mot je m'entraîne dans ta tête ou est-ce que c'était je rate à ce moment-là? Ouais, non, c'était quand même je m'entraîne. En fait, j'ai dompté très vite les émotions liées à l'échec. Mais parce que c'était nécessaire. Si je le faisais pas, j'avançais pas. Ouais. Il y a un jour, je parlais avec Bernard Werber, l'auteur de livre, on parlait de l'échec. Et il a une belle image que je reprends maintenant. Il me dit, pour moi, les échecs, à chaque fois, c'est comme si je marchais et que je trébuche. Et que je me casse la gueule. Alors, ça peut faire un peu mal aux genoux, tu vois. Ça peut être un peu humiliant parce que les gens te voient trébucher. Mais au final, quand tu te relèves, bah, tu continues d'avancer. Tu ne recules jamais. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai compris par moi-même bien avant cette discussion. Je pense quand j'avais 18 ans, 19 ans, je me suis dit, mais je ne recule jamais quand je rate. Ça ne me tire pas en arrière. Donc, c'est pas très grave, c'est juste une réussite différée, entre guillemets. Ouais. À un moment donné, le dernier essai sera le bon. C'est donc, ça, oui. Continue d'essayer. J'aime à dire que quand t'as raté un truc, t'as échoué une fois de plus avant d'avoir réussi. C'est juste une étape avant d'avoir réussi. Exactement. Un truc, quoi. Voilà, ouais.
Exactement. Et alors après, il faut lutter contre plein de paramètres. Le regard des autres en est un. Moi, j'ai par exemple, je suis vraiment un serial entrepreneur. J'ai monté 7 sociétés dans ma vie, 7 ou 10 d'ailleurs. Quand j'ai fermé ma première boîte, mes parents étaient dépités. Mhm. Ils étaient tristes pour moi. Ils disaient mon pauvre, etc. Nanana. Et parce que j'ai fermé au bout d'un an. Mais c'est moi qui ai décidé de la fermer. Je la fermais sans aucune dette. J'avais même un pécule en fermant cette boîte. Je comprenais pas pourquoi tout le monde me regardait avec peine quand je disais que j'avais ouvert cette société, parce que j'avais juste de projets de vie, en fait. Et j'avais fait mes comptes et je voyais que avec l'appel de charge de l'année à venir, j'allais pas tenir 1 an et demi de plus. Donc en fait, j'ai anticipé un échec. Pour moi, l'échec aurait été d'avoir tous ces paramètres. Voilà, c'est ça, d'y aller et puis d'être avec des dettes. Ouais. De faire couler ça, d'avoir des dettes, juste pour me dire vis-à-vis des autres, je n'ai pas fermé ma boîte. Donc il y a ça aussi, se méfier complètement des a priori qu'on prête aux autres, alors qu'en plus souvent ils s'en foutent. J'avais lancé un magazine aussi il y a quelques années, en 2016, un magazine gratuit à Paris d'humour. Je l'ai fermé au bout de 3 mois. Le système fonctionnait pas. Il y a trop de choses que j'avais pas pris en compte, y compris le poids du papier à déplacer. C'est très lourd le papier. Oui, c'est très physique et pragmatique. Quelques cartons et que j'ai reçu des palettes, ça m'a bien détendu. Donc j'avais pas bien prévu le dispatch et tout. Bon bref, je me suis banané, j'ai fermé. Et la personne avec qui je travaillais là-dessus, sur ce projet, elle était en panique parce qu'elle disait mais putain, tout le monde, ils vont se dire ils sont enflammés, leur truc il a pas marché et tout. J'ai dit dans 3 mois, personne ne se souviendra de ce magazine. C'est prétentieux de croire qu'on marque les esprits aussi. C'est notre ego qui parle à ce moment-là. Mais en vrai, notre échec il nous appartient. Dans l'instant, les autres peuvent le constater, mais dans le temps, ça les marque pas, ils s'en foutent. Et tant mieux d'ailleurs, parce que nous-mêmes, est-ce qu'on pense en permanence aux échecs des autres? Est-ce qu'on les regarde? Non, c'est vrai que c'est surtout les siens finalement. Non, c'est juste les siens. Donc en fait, il faut complètement se libérer du regard des autres. Et pour te raconter la fin de ce storytelling, j'ai relancé du coup un magazine cette année, 4 ans plus tard, au mois de janvier, qui cartonne. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est très cool. Et j'ai eu un article où ça disait putain, dès qu'il lance un truc ça cartonne. Je me dis mais non, vous avez pas l'historique. Ouais, parce que vous regardez que depuis que ça cartonne. Parce que il y a 4 ans, je me suis banané. Moi, je me suis beaucoup aussi interrogé sur les échecs des gens célèbres un petit peu, tu sais, dans leur domaine. Et j'en ai référencé beaucoup. Il y en a que j'ai mis dans mon dernier livre justement qui parle de ça. Et c'est génial quoi de se dire Marilyn Monroe. On lui a quand même dit plein de fois d'aller. C'était pas pour elle la comédie, oui. Vous serez secrétaire, c'est beaucoup mieux. Oprah Winfrey qui est la personnalité afro-américaine la mieux payée du monde à la télévision. Au bout de 3 semaines à la télé, elle se fait licencier et on lui dit vous n'êtes pas faite pour ce métier, arrêtez tout de suite. C'est quand même des étapes dures de leur vie. Et tu te dis mais t'imagines s'ils avaient pris ça pour argent comptant, ils se sont juste dit non, c'est pas cette fois-là. Je vais en tirer des leçons et je vais essayer autre chose. Pour moi, l'échec, je vais te dire quelque chose. Il n'existe le vrai échec, au sens littéral, que s'il y a des leviers qui dépendaient de moi et que je n'ai pas appuyé sur ces leviers. En gros, tout ce qui dépend pas de moi ne peut pas être un échec. Et je vais te prendre un exemple très concret. Le nouveau livre, je l'ai écrit, on l'a publié. Et on a fait une communication de lancement. Ça dépendait de moi. Donc, j'ai tout fait ce qu'il fallait et c'est une grande réussite. Si demain, par contre, il ne se vend pas et ne trouve pas son public, ce n'est pas un échec parce que ça dépendait pas de moi. Je n'avais aucun moyen de faire en sorte qu'il fonctionne comme j'en ai aucun pour faire qu'il fonctionne pas. Donc, ça dépend plus de moi. Donc, ça m'appartient plus. Donc, je juge aussi des échecs qui sont des choses qui peuvent être qualifiées comme telles, en fait. Oui. C'est pas les choses qui dépendent de moi. J'appelle ça la méthode des leviers, mais si j'ai pas de levier, je peux me détacher très vite émotionnellement d'un résultat. Et on avait dans le podcast Antoine de Maximi qui disait aussi donne-toi les moyens, l'échec sera, si en tout cas tu n'arrives pas au bout de ce que tu voulais, si tu t'es donné les moyens de le faire, c'est déjà beaucoup plus acceptable que si tu n'avais pas effectivement tout préparé, tout pensé et tout essayé. Quoi. Ça se rejoint quoi, ça se rejoint complètement. De se dire mais en fait ma réussite c'est d'avoir tout essayé, c'est d'avoir fait tout ce qui était dans mes armes, en possession de moi. Je parlais avec l'autre fille qui est un champion du monde de skateboard dancing, c'est une discipline qu'il a inventée. Quand il veut rentrer une nouvelle figure,
il est obligé d'admettre qu'il va l'essayer, la rater plein de fois avant de la rentrer. Et ce qui est hyper passionnant, c'est qu'il te dit, s'il invente une nouvelle figure ou s'il en découvre une et qu'il la rentre du premier coup, il est déçu de ça. Ah oui. Il est déçu parce qu'il sait que c'est un peu du hasard et qu'il n'a pas encore assez bien compris. Donc, il va le refaire pour rater, pour mieux comprendre et pour réussir ensuite. Ouais. Et ça, il n'y a plus la possibilité de rater, quoi, en quelque sorte. Exactement. Donc, c'est toujours mettre toutes les chances de son côté pour réellement réussir, en fait. Et c'est ça aussi, par exemple, parce que là, c'est vrai que dernièrement, il y a quand même tout qui te réussit. T'as dit, je vais lancer une chaîne YouTube, ça marche. T'as dit, je vais faire des spectacles, ça marche. Là, tu lances donc les bouquins. Il y en a encore un, on le disait à l'instant, qui est à dispo tout récemment, qui, bon, on l'espère, marchera, mais enfin, les autres ont marché, voilà. Est-ce que c'est justement les apprentissages d'avant qui font qu'aujourd'hui, tu penses que ça fonctionne? Oui. Les premières vidéos que j'ai pu faire dans ma vie, c'était en 2007. C'était une catastrophe. Personne s'en souvient. Après, j'en ai refait 4 en 2015, c'était une catastrophe. Personne s'en souvient. Et on se souvient tous de ce que j'ai lancé à partir de 2016, c'est ce qui a marché. Mais ça bénéficie de ce passif. Ouais. Les spectacles, mes premiers spectacles étaient vraiment pas glorieux artistiquement. Moi, j'en étais satisfait parce que je ne le savais pas encore. Mais c'était vraiment pas terrible. On va dire ma carrière en théâtre qui a commencé en 2011, en fait, elle bénéficie de tous les échecs entre 2007 et 2011, et c'est pour ça qu'elle fonctionne aujourd'hui. Tu vois. Et pareil pour les livres, pour les bouquins, j'avais essayé toute ma vie d'écrire un bouquin sur le mentalisme que j'ai pas réussi vraiment à écrire parce que j'arrivais pas, même ne serait-ce qu'à me cadrer pour me dire écrit tous les jours, etc. Et donc quand le premier est sorti en 2017 et qu'il a si bien fonctionné, il est dans 13 pays maintenant et tout, c'est incroyable, c'est parce qu'il a bénéficié de plein de tentatives d'écrire où j'arrivais pas. Ce qui fait que le jour où un éditeur m'a proposé un vrai projet, je connaissais déjà toutes mes faiblesses et toutes les choses dont je devais me méfier de moi-même. Et j'ai pu dire oui en me disant je sais ce que je dois mettre en place pour lutter contre mes défauts. C'est pas mal du tout de se connaître. Ouais. Ah ben c'est ça. Hein. C'est l'échec, il apprend à te connaître. T'as raison. Hein. C'est sûrement le meilleur miroir pour savoir qui tu es et de rentrer un peu dans les méandres de tes défauts aussi, quoi. Du coup, on a alors un livre, c'est ça, un podcast sur l'échec. Là, en ce moment, c'est le thème du moment. Qu'est-ce que tu en dis et en fais toi alors de ce thème actuellement? Alors, ce thème, j'en ai fait déjà une grosse vidéo où j'ai interviewé plein de personnes qu'on connaît pour leur réussite, mais assez peu pour leur parcours de serial loser, on va dire, d'enchaînement d'échecs. C'est en lien avec mon nouveau livre qui s'appelle Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau, qui parle de l'échec, de la réussite, de la flexibilité mentale, de la notion de bonheur, etc., qui donne beaucoup de conseils sous toile de fond de ma propre vie, en fait, qui sert d'exemple pour dire je raconte pas n'importe quoi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et puis non, le podcast que je fais s'appelle l'Hippocampe. Alors on y parle entre autres de l'échec, mais c'est un podcast sur l'une des facettes de ma vie que j'adore et qui me passionne, mais dont je m'exprime assez peu, qui est l'entrepreneuriat, pour le coup. D'accord. Et donc je parle de ça, mais avec toute la naïveté aussi que j'ai, parce que je suis loin de connaître tout là-dessus. Mais c'est un podcast que je fais vraiment en échange avec le public, parce qu'il y a un chat et je réagis sur eux. Mais du coup, on y parle beaucoup aussi d'échecs, comment on gère ses attentes, de c'est quoi un objectif, par exemple. Qu'est-ce qu'un vrai objectif viable? Moi, là, j'ai une nouvelle vidéo qui sort. Mon objectif, c'est pas le nombre de vues qu'elle va faire, puisque là, on revient sur ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ouais. Ça ne dépend pas de moi. Donc, quels peuvent être mes objectifs pour cette vidéo? Donc, on parle aussi de ce genre de choses dans le podcast. Donc voilà, la vidéo de la chaîne YouTube, le podcast et puis le nouveau livre aux éditions. Dans les vidéos et même en spectacle, t'es très pédagogue, organisé, etc. Et t'arrives à appliquer tout ce que t'as pu dire dans les vidéos et livres dans ta vraie vie de tous les jours. Oui, alors en fait c'est ça qui est super, c'est parce que moi j'ai l'impression d'être un escroc. Dans le sens où tous les conseils que je donne, c'est ce que je m'applique à moi depuis toujours. Donc j'ai pas de difficulté à te donner des conseils puisque c'est ce que j'ai fait pour ma propre vie. Et oui, déjà, moi j'étais un procrastinateur avéré, je suis devenu procrastinateur abstinent. Mais justement parce qu'il fallait que je règle ce problème. Donc dans mon livre que j'écris qui s'appelle Votre temps est infini, je donne mes conseils de tout ça, mais c'est toujours, on parle toujours de ma vie, il y a toujours tous les exemples de ma vie, je suis très transparent, je libère mon intimité pour que ça ait du sens. Et là où tu as raison, c'est que dans mon ADN,
il y a vraiment une part de pédagogie depuis toujours, mais vraiment toujours. Un exemple concret, j'ai appris à jouer aux échecs à 5 ans et demi, et il paraît que dans la cour de récré, je réapprenais avec des bouts de papier à mes copains à jouer aux échecs. Ils s'en foutaient, hein. Mais tout ce que j'apprends et qui me fait une espèce de petite explosion de plaisir dans le cerveau, je peux pas m'empêcher de vouloir le recréer dans le cerveau des autres. C'est un peu l'idée. Ce qui fait que mon spectacle sur scène, à la base, c'est un spectacle d'humour, sa forme. Le fond, c'est le mentalisme. Mais je pouvais pas faire un spectacle où je faisais que bluffer les gens. Je voulais qu'ils se bluffent eux-mêmes. Et c'est ce qui se passe depuis des années. C'est que les gens, là, on va faire le Zénith de Paris le 20 novembre. C'est une grosse échéance pour moi. Et puis, il y a la tournée qui continue. Dans toutes les salles, je peux te jurer que qu'ils soient 1000, 12, 2000 ou 5000, et à un moment donné, les gens s'applaudissent eux-mêmes tellement ils sont bluffés de ce qu'ils ont été capables de faire. Et moi, dans ces moments-là, je me dis, putain, c'est gagné, quoi, tu vois. Ils sont venus chercher du bluff, ils en ont eu, mais au lieu que ce soit moi qui fasse regarder comment je suis trop fort, c'est vous qui découvrez comment vous êtes trop fort aussi si vous avez les bonnes clés, en fait, quoi. Et on fait ça avec humour, évidemment, mais je peux pas m'empêcher de retransmettre. Découvrir que chacun d'entre nous, on est finalement trop fort en apprenant juste donc à relativiser le fait de rater des choses. C'est ce qu'on vient d'apprendre en 20 minutes avec Fabien Olicard. C'est le temps qui nous était imparti. Fabien, merci beaucoup d'être passé. La tournée, merci à toi, merci beaucoup. C'est en ce moment. Ça continue en 2021. Alors, sous les conditions et réserves qu'on peut mettre actuellement, mais enfin, ça continue quand même. Et exactement, on s'est réadapté. Et puis sinon, c'est sur YouTube, effectivement, et en librairie. Merci beaucoup, Fabien. Merci à toi. À très bientôt. Salut.